Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve enfin pour le top film de 2024. En effet, j'ai pas mal de retard, je m'en excuse sur les tops de fin d'année et donc je vous sors enfin cette vidéo bilan de l'année 2024, on enchaînera après avec les flops notamment, mais il est temps de faire justement le bilan de cette année 2024 en termes de cinéma et vous allez voir que de mon côté ce fut une magnifique année de cinéma avec beaucoup de films qui m'ont marqué, qui m'ont beaucoup plu, dont je me souviendrai très longtemps et donc c'est l'objet de cette vidéo, on va parler de 10 films qui m'ont marqué cette année. Pour ressortir quelques stats rapidement, j'ai vu 185 films sortis durant l'année 2024, peut-être un petit peu plus selon quelques oublis que j'ai pu faire, mais voilà, ça vous donne un ordre d'idée, c'est quand même plutôt pas mal, je trouve, un peu en dessous des autres années où j'étais à un peu plus de 200, mais bon, c'est pas une compétition, ça reste malgré tout un joli chiffre qui me permet un joli nombre, pardon, ce qui permet d'avoir une très large sélection de films, notamment dans ce top film. Ce top est totalement personnel, ce n'est que mon avis, donc s'il y a un film que vous avez beaucoup aimé, qui n'est pas dans ce top, c'est juste parce que je l'ai moins aimé que certains films dans cette liste, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est mauvais, ça reste que mon regard personnel, et à l'inverse, s'il y a un film que vous n'avez pas du tout aimé qui est dans ce top, eh bien je suis désolé, chacun a sa sensibilité, de mon côté c'est des films que j'ai particulièrement aimés, et je vais vous expliquer du coup dans cette vidéo pourquoi j'ai aimé ces films et pourquoi il faut les regarder. Je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on commence tout de suite avec la 10e position de ce top, et cette 10e place, elle sera pour Juré numéro 2. You know what to do. Juré numéro 2, c'est le tout dernier film de Clint Eastwood, potentiellement son dernier, on ne sait pas encore, il y a des rumeurs comme quoi peut-être qu'il préparerait un autre film après celui-là, mais on est vraiment sur l'un des tout derniers films de Clint Eastwood, cet immense acteur et réalisateur américain qui nous a gratifié de nombreux chefs-d'œuvre, notamment Gran Torino, pour ne citer que lui, mais on a aussi American Sniper, on a Mystic River, Impitoyable, Million Dollar Baby, qui est absolument extraordinaire aussi, enfin bref, il y a énormément d'excellents films, vraiment c'est une légende, clairement on peut le dire, une légende du cinéma américain, et il revient cette année avec son potentiel dernier film, Juré numéro 2, qui est une histoire extrêmement intéressante. Alors le film c'est pas mal fait, je dirais pas attaqué, mais en tout cas certains ont dénoncé un peu le côté un peu classique du film, et même si je comprends, je trouve que ça en fait d'une certaine manière sa force, c'est-à-dire que certes la façon de réaliser le film est plutôt classique, voilà, c'est pas un film qui va abuser d'effets de caméra, d'effets de style, etc. Mais c'est un film qui va à l'essentiel et qui surtout reste très bien fait. Il faut pas confondre classique et on va dire mal fait ou très simple. C'est vraiment du classique bien fait dans le sens où le montage est très bien travaillé, je pense notamment à une séquence lorsqu'on apprend justement l'histoire du personnage qu'on va suivre, puisqu'en effet l'histoire du Juré numéro 2 c'est qu'on va suivre un personnage qui va assister à un procès d'une personne qui est accusée de meurtre sur une femme, sauf qu'en fait il va se rendre compte que c'est potentiellement lui qui a tué par accident cette femme un soir lorsqu'il rentrait d'un bar, donc justement c'est toute une question sur la culpabilité, sur la notion de justice, sur est-ce que je vais me livrer pour empêcher que cet homme soit accusé à tort, mais d'un autre côté je risque d'être forcément aller en prison et donc ne pas pouvoir vivre ma vie avec ma femme et mon enfant. C'est quelque chose de très intéressant d'un point de vue moral, et je disais justement qu'il y a une scène qui est très bien travaillée en termes de montage et de son, c'est lorsqu'il va apprendre que justement c'est potentiellement lui qui a tué cette personne, et du coup on alterne entre la soirée où ça s'est passé et le moment du procès justement, et il y a un montage sonore lors des bruits notamment de l'accident qui est extrêmement oppressant et qui te fait ressentir à quel point le personnage est en train de comprendre, est en train d'angoisser particulièrement à l'idée que c'est peut-être lui qui a commis ce meurtre. En plus d'avoir un excellent casting avec un Nicholas Hoult vraiment impérial, mais aussi Toni Collette, J.K. Simmons, vraiment très bon casting. En plus du coup de cette belle réalisation, certes académique mais très efficace, l'intérêt du film pour moi repose principalement sur sa moralité, j'ai envie de dire, sur le débat qu'il lance autour de la justice américaine qui est assez différent de la justice française, mais ça pose une véritable question universelle sur la notion de culpabilité, sur la justice. Il y a plein de plans qui sont lourds de sens d'ailleurs, et c'est pour ça que la réalisation est certes classique, mais a quand même quelques idées intéressantes, notamment un plan sur Toni Collette au-dessus du symbole de la justice, vous savez, qui est d'ailleurs sur l'affiche de Juré numéro 2, il y a de très beaux plans assez symboliques, et tout cela m'a vraiment interrogé personnellement sur cette notion de justice et de devoir face à de telles situations. Véritablement, je ne savais pas
où me placer devant ce film. Ça m'a un petit peu mis mal à l'aise d'une certaine manière, mais vraiment dans le bon sens. Ça pose des questions très intéressantes qui sont en partie résolues entre guillemets durant le film, mais on va dire qu'une grande partie de ces questionnements sont laissés un petit peu en suspens, et c'est au spectateur justement de répondre lui-même à certaines questions, ce que je trouve plutôt intéressant. Ainsi, Clint Eastwood interroge de nouveau l'Amérique après de nombreux films qui n'ont fait que ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu justement ce qui l'intéresse dans le cinéma. Et bien il le fait aussi dans ce film avec la question de la justice, et je trouve que c'est extrêmement bien fait. Donc voilà, pour ce qui est de cette 10e place, un film de Clint Eastwood qui n'est certes pas l'une des plus grandes réalisations de Clint Eastwood, mais ça reste une œuvre qui m'est restée en tête et que j'ai vraiment beaucoup aimé cette année. On passe à la 9e position avec un film qui a beaucoup divisé. Vous allez voir que ça va souvent revenir, j'ai envie de dire, cette notion de division, puisqu'en effet, en 9e position, on a Longlegs. Longlegs, c'est un film qui a beaucoup fait parler, aussi bien dans le positif que dans le négatif, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont crié au chef-d'œuvre, j'en ai fait partie, je l'avoue, et des personnes qui ont crié à la pire daube jamais sortie, en tout cas vraiment l'un des pires films d'horreur, d'un film prétentieux notamment, c'est beaucoup revenu, et je dois avouer que je m'en veux un petit peu, c'est-à-dire que lorsque le film est sorti, et j'arrêtais pas de dire que c'était limite le meilleur film d'horreur de la décennie, et il est vrai, car y penser un petit peu, je n'irai pas jusque-là. Disons que il est vrai que le principal défaut du film, c'est que d'un point de vue purement thématique, le film ne raconte pas énormément de choses, c'est vrai, et je dois avouer que c'est peut-être son principal défaut. Cependant, je maintiens, et puis dans Stop d'ailleurs, je maintiens que c'est un excellent film de thriller horreur qui assume justement ce côté un petit peu kitsch d'une certaine manière dans son scénario avec ce tueur en série, des références à Satan, des trucs comme ça, mais il le fait de très belle manière avec une mise en scène que j'ai trouvé vraiment excellente. Certaines scènes, notamment l'intro, sont à glacer le sang. Je maintiens que c'est des scènes qui m'ont vraiment mis extrêmement mal à l'aise, notamment grâce à l'interprétation de Nicolas Cage qui, pour certains, ont fait un peu des tonnes, ce qui est pas forcément faux, mais j'ai envie de dire que ça colle bien avec l'ambiance du film justement. Il y a un côté à la fois très sérieux et un côté un petit peu plus ridicule d'une certaine manière apporté par ce tueur, mais bizarrement je trouve que ça fonctionne bien, ça fonctionne vraiment bien. Michael Monroe est également excellent dans le casting, donc là aussi c'est vraiment du très très bon. Niveau photographie, je trouve ça absolument magnifique, mais vraiment je trouve que le film est sublime d'un point de vue visuel. Il y a une ambiance sonore qui m'a beaucoup fait angoisser, beaucoup d'idées de mise en scène, on va jouer avec les différents formats, différents cadres, et parfois on va même les mixer un petit peu durant certaines scènes, ce qui a un sens la plupart du temps, mais c'est vrai que je peux comprendre qu'on soit pas réceptif du délire, parce qu'il y a un petit côté à vouloir faire un petit peu des caisses, d'une certaine manière. C'est vrai que niveau mise en scène, ça y va à fond, peut-être un peu trop, moi j'apprécie sa générosité, mais c'est vrai qu'on peut lui reprocher d'être un petit peu trop m'as-tu vu, d'une certaine manière, je pourrais le comprendre. Mais il n'empêche que ça reste l'un de mes plus gros plaisirs de cette année, vraiment des scènes qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont terrifié, clairement il y a des passages qui m'ont terrifié à titre personnel, et même si avec le recul, il faudrait que je le revoie d'ailleurs, je n'en ai pas un souvenir aussi grandiose que lorsque je l'ai vu la première fois, je maintiens que ça fait partie de mes films préférés de cette année, et même du coup de l'un de mes films d'horreur préférés. Il y en a un qui est un petit peu au-dessus, mais en termes de pur film d'angoisse, c'est mon préféré, clairement. On passe à la 8e position avec un autre film qui là encore plus, je pense, que Longlegs a vraiment divisé, et pour le coup je fais partie des gens qui ont vraiment beaucoup aimé. En effet, en 8e place, on retrouve Trap. Ah là là, M. Night Shyamalan, c'est vraiment pas un réalisateur qui fait l'unanimité, surtout ces dernières années, et bah c'est encore le cas avec ce film, Trap, qui est donc sa nouvelle réalisation avec Josh Hartnett, notamment dans le rôle principal, qui raconte du coup l'histoire d'un tueur en série
qui se fait piéger dans un concert avec sa fille, il va essayer un peu de s'échapper justement du piège qui se referme sur lui. Donc déjà c'est plutôt original comme parti pris de nous faire suivre le tueur finalement, de nous faire suivre le méchant de l'histoire. Déjà je trouve ça plutôt intéressant. Et ensuite le film s'est beaucoup fait attaquer sur les défauts habituels de Shyamalan, c'est-à-dire que le scénario serait complètement débile, que l'acting serait complètement mauvais, que ça ne tiendrait pas debout un seul instant. Alors certes, il y a des éléments un peu grossiers, hein, c'est forcément un film de divertissement et il y a quelques éléments notamment lorsque le tueur s'échappe à quelques reprises, notamment sur la fin, il est vrai que ça fait très gros quand même, mais ça m'a pas dérangé parce que déjà c'est pas le cas tout le temps. Je trouve que la première moitié du film tient relativement bien la route et s'il y a quelques petites fantaisies, ça ne dérange pas parce que ça reste un film, hein. Faut pas, l'idée du film n'est pas d'être réaliste. Voilà, si le film voulait être réaliste, j'aurais dit ok, c'est un peu du coup pas cohérent de faire ça, mais le film embrasse d'une certaine manière ce côté un petit peu fantaisiste sans trop en abuser, tu vois, c'est pas non plus un film qui en abuse. Je trouve que ça reste quand même plutôt bien mesuré, peut-être un petit peu sur la fin, mais justement ça arrive sur la fin quand t'as quand même ingéré à quel point le gars était hyper intelligent, donc certes c'est abusé, mais ça te choque pas plus que ça, et surtout ça permet de nous donner un film qui est très drôle. C'est un film qui est très drôle, qui joue beaucoup sur l'humour noir justement autour de son personnage principal qui est du coup un tueur en série, donc forcément il fait beaucoup de vannes, pas directement, mais en fait il donne des répliques justement à des personnages en disant ah bah t'imagines si je t'aurais tué, ou je ne sais pas, d'autres répliques dont je ne me rappelle plus, mais c'est beaucoup plus subtil que ce que j'ai dit parce que c'est complètement débile, mais il y a vraiment des passages qui sont avec un petit humour noir grinçant qui fonctionne particulièrement bien, donc déjà d'un point de vue de la comédie je trouvais ça vraiment très drôle. George Hartnett d'ailleurs est excellent, vraiment super dans le rôle. En termes de réalisation c'est quand même bien fait, il y a de beaux moments également de réalisation, de mise en scène, avec une belle photo, on accentue la dualité entre guillemets entre le bien et le mal, hein, c'est toujours un petit peu aussi au cœur de certains films de Shyamalan. Et là on retrouve un petit peu ça, et ça m'a là encore bien plu, ce savoureux mélange entre comédie noire mais aussi film thriller, parfois angoissant, parfois drôle, parfois à la limite entre les deux, il y a une justesse qui est plutôt bonne. En plus on a des musiques originales de la fille de Shyamalan qui sont vraiment bonnes, qui accompagnent bien le film. La fille de Shyamalan joue d'ailleurs plutôt bien, alors je l'ai vu en VF pour le coup, celui-là il y avait que de la VF dans mon cinéma, donc je ne sais pas si en VO elle joue particulièrement bien ou pas, mais en tout cas avec ce doublage je trouve que ça rend vraiment bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Et de manière générale, ce questionnement autour de justement la part sombre que chacun d'entre nous a en soi, avec ce personnage du coup qui laisse transparaître que c'est vraiment une super personne, hyper gentille, hyper sociable, sauf qu'en fait c'est un tueur en série, donc c'est quand même un petit peu compliqué. Justement, ça interroge ça permet de montrer que on est tous un petit peu dans une sorte de bulle, une sorte de façade, on a quelque chose d'assez superficiel en chacun de nous, par rapport à des choses qu'on peut cacher, en tout cas même en termes de pure personnalité, et c'est vrai que c'est plutôt bien amené, vraiment le film interroge bien cette notion d'image que on donne de nous-mêmes, mais aussi de manière générale l'image, hein, parce que notamment tout ce qui va être le concert, on va voir les gens qui filment tous en même temps, il y a de plans, d'ailleurs c'est proche de la réalité, hein, maintenant les gens, presque les 3/4 filment le concert au lieu de le vivre complètement. Perso je suis plus d'avis qu'il faut regarder le concert plutôt que de le filmer, parce que de toute façon je le regarderai jamais sur téléphone, à la limite une scène, ou en tout cas une chanson, mais bon, ça sera un débat à part, on va pas trop développer là-dessus. Bref, Trap, c'est vraiment un grand plaisir de cette année, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, un très bon thriller, bien joué, qui est très drôle, vraiment très très drôle, donc je ne peux que vous le recommander. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, je sais que plein de gens n'ont pas aimé, mais personnellement ça fait partie de mes grands plaisirs de 2024. On passe à la 7ème position avec un film qui est beaucoup plus apprécié pour le coup que Trap, je pense de manière générale, puisqu'en effet, en 7ème place, on a Challengers. Challenger, ça fait également partie de mes grosses surprises et de mes instants de cinéma les plus dingues, j'ai envie de dire, de cette année. Durant certains passages, il y a vraiment des scènes qui me restent encore en tête aujourd'hui. Je l'ai vu avec ma sœur, qui a aussi beaucoup aimé d'ailleurs ce film. C'est un film qui nous plonge dans le milieu sportif du tennis, notamment dans le monde professionnel, alors pas au niveau Roland Garros, mais en tout cas au niveau assez professionnel malgré tout, avec du coup ce trio formé par Zendaya et par deux hommes qui vont justement
essayer de convoiter cette femme qui est jouée par Zendaya, sauf que bah, ça va être un petit peu plus compliqué, il va y avoir des rapports d'amour, des rapports d'amitié, des rapports de compétition, parce que les deux vont s'affronter dans un match de tennis extrêmement important, et donc c'est tout un jeu de dupes, j'ai envie de dire, dans le milieu sportif, et c'est extrêmement divertissant, là encore, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui dure à peu près 2h15 je crois, et pourtant je me suis presque pas ennuyé, déjà le casting est mortel, vraiment pour le coup, on a un trio qui est composé par Zendaya, Mike Faist et Josh O'Connor. Vraiment, les trois sont exceptionnels dans ce film, je trouve qu'ils jouent vraiment très très bien, ont une très bonne alchimie. On a une belle mise en scène qui sait suggérer être plutôt symbolique par moments sur justement le rapport entre les personnages, notamment le montage est très bon parce que toute la construction du film repose sur l'idée que le match de tennis reflète ce qui nous est montré, donc s'il y en a un qui perd un set durant un match de tennis, bah en fait c'est parce que dans ce moment-là de l'histoire, on va dire qu'il lui arrive des choses qui sont pas terribles, et à l'inverse, s'il gagne le set suivant, c'est parce que ce personnage est en train justement de rebondir, d'avoir une phase qui est plutôt cool dans sa vie, donc on mélange à la fois le flashback avant le match et le match de façon plutôt intelligente, ce qui est c'est fait de façon assez cohérente et fluide, ce qui est vraiment très très cool. On a une musique que certains ont accusé d'être extrêmement une musique de boîte de nuit en fait au final, et je peux comprendre, c'est vrai que c'est une musique assez particulière, mais je trouve qu'elle retranscrit particulièrement bien cette idée de jouissance entre guillemets lorsqu'on joue lorsqu'on fait du sport justement, lorsqu'on fait du tennis, du football, etc. Parce que la scène finale justement, les 10-15 dernières minutes où on a cet affrontement entre les deux avec cette musique qui résonne et qui te plonge vraiment dans un état où tu as envie de performer, justement c'est un symbole parce que c'est à la fois performer dans le sport, dans le tennis, jouer le mieux possible, mais aussi, évidemment, il y a beaucoup de sous-entendus autour du sexe, hein, évidemment, c'est un film qui tourne beaucoup autour de ça, et bah justement, c'est les deux en même temps qui sont exploités durant cette scène finale, qui est extrêmement jouissive, clairement, avec des plans de caméra complètement dingues, où il filme du dessus, du dessous, où ça suit la balle, etc. Certains ont trouvé ça complètement abusé, et je peux le comprendre, mais pour moi, ça reflète justement cette idée de jouissance dans le sport, en tout cas quand tu pratiques du sport. Donc vraiment, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui est extrêmement divertissant, qui est pas non plus le film le plus dingue que j'ai vu ces dernières années, mais vraiment un grand plaisir, vraiment cette année. C'est Challenger, je ne peux que le conseiller, si vous ne l'avez pas encore vu. Passons à la 6ème place, et en 6ème place, on a un film qui est arrivé en fin d'année et qui m'a un peu roulé dessus, clairement. En tout cas, je ne pensais pas que ça allait autant me plaire, mais clairement, ça fait partie de mes moments marquants de cette année. En 6ème position, on retrouve Here. Here, c'est le nouveau film de Robert Zemeckis, que vous connaissez pour Retour vers le futur, Forrest Gump, etc., qui revient avec un film qui se centre sur une maison, c'est-à-dire qu'en fait, tout le film se repose sur un seul plan, en tout cas, pas un plan, mais une seule position de caméra, où on va suivre l'histoire d'une maison et de plusieurs familles qui ont habité cette maison, et même cette pièce, hein, parce qu'on ne suit qu'une seule pièce, qui est le salon. Et donc voilà, c'est l'histoire de plusieurs familles, on part vraiment de la préhistoire jusqu'à l'époque plus contemporaine, jusqu'à vraiment de nos jours, on va un petit peu dans toutes les époques, et on suit plusieurs familles, et principalement la famille composée de Tom Hanks et de Robin Wright, qui sont vraiment les deux personnages principaux, on va dire, de cette histoire. Et même si le procédé peut faire un peu gadget par moment, disons que il y a 2-3 scènes où forcément on nous montre un petit peu plusieurs familles, et toutes les familles, ou en tout cas toutes les scènes ne sont pas forcément primordial, je pense, mais c'est pour te montrer le côté où vraiment cette maison a eu plusieurs vies, donc je comprends d'un côté pourquoi ils ont mis toutes ces scènes, mais par moments tu te dis, est-ce que ça a vraiment sa place? Bon, c'est le seul petit truc où je peux questionner le film, mais sinon, c'est un film qui est extrêmement puissant, extrêmement fort sur justement cette thématique de cette pièce, de cette maison, où on a plusieurs vies qui s'enchaînent, et en fait, c'est un film qui parle justement d'à quel point des lieux de notre vie, des lieux simples, peut être extrêmement important dans notre vie, et que même si on n'aura pas toujours l'occasion de réaliser nos rêves, de pouvoir vivre dans une maison exceptionnelle, ou d'aller dans un autre pays, etc., il n'y a rien de plus chaleureux, de plus... le bonheur se retrouve justement, entre guillemets, dans les choses simples, hein, ça fait un petit peu bête dit comme ça, mais pour moi c'est de ça dont parle Here, c'est le fait que
tous nos instants de vie, qu'ils soient petits, même des instants du quotidien, font ce que nous sommes finalement, et c'est ce qui nous rend, ce qui nous permet de nous accrocher à la vie. On a plein de scènes justement d'anniversaire, des scènes de moments joyeux où on apprend que une personne est enceinte, on a des scènes de mort aussi, parce que ça parle aussi de ça, des moments qui au contraire ont pu être des moments extrêmement difficiles de notre vie, et ça parle du coup de tout ça, de la mort, de la vie, et c'est très naïf, peut-être. C'est peut-être très naïf, mais personnellement ça m'a beaucoup parlé, parce que voilà, je suis quelqu'un qui est très attaché à la notion de famille, à la notion des instants justement de notre vie, des petits instants dont il faut profiter vraiment à chaque fois justement, parce que on n'a qu'une vie, et même si il y aura des moments un petit peu plus difficiles que d'autres, c'est important de profiter des petits moments en famille, des repas familiaux, etc. Et ça m'a beaucoup plu justement dans cet aspect-là, bien aidé par cette réalisation est certes très spéciale, mais justement nous permet d'accentuer ce sentiment de confort, d'appartenance à cette maison. On a vraiment l'impression de faire partie de cette famille, ou de ces différentes familles, parce qu'on en suit plusieurs. Notamment, je pense que le meilleur moment restera la scène finale, qui en termes de mise en scène déjà est brillante. Mais brillante, parce que je peux pas dire exactement, ce serait un petit spoil, donc je vais pas le dire, mais disons que ce plan qui est fixe, il va y avoir quelque chose qui va se passer, et c'est tellement beau, parce que ça en dit tellement long sur justement cette idée où on suit du coup ces deux personnages sur la fin qui sont Robin Wright et Tom Hanks, qui sont plus vieux forcément, et donc ils essaient un peu de se rappeler de leur vie justement, notamment de cette pièce, et c'est tellement fort, tellement puissant, et ça, notamment le tout dernier plan vous permet de montrer qu'en fait, certes, c'est qu'une pièce, c'est qu'une seule pièce, mais il s'est passé tellement de choses, tellement d'éléments, d'événements importants, d'événements aussi bien importants que de petits événements, mais qui ont forgé la vie de plusieurs personnes. Et putain, je sais pas, c'était tellement beau, que je trouve, à la fois simple et complexe, mais aussi magnifique. Je sais pas ce qui m'a particulièrement plu dans ce Here, mais c'est un film qui m'a marqué cette année. J'avoue que sur la fin, j'ai pas mal pleuré. C'est un film qui est magnifique, certes un peu naïf, mais un film magnifique sur les petits instants du quotidien, sur les moments qu'on regrette ou qu'on regrette pas, mais bref, voilà. Un petit bonbon, j'ai envie de dire, de cette année. Je sais pas si j'ai très bien expliqué, je me suis un petit peu perdu, mais en même temps c'est extrêmement dur de parler des films qu'on aime, c'est toujours un peu compliqué, donc mon excuse, si jamais l'argumentaire était pas au top niveau, mais voilà, ça reste un film que j'ai beaucoup aimé, et je ne peux que vous le recommander, c'est un petit peu passé inaperçu, mais pour moi, Here, c'est vraiment une petite merveille, donc je ne peux que vous le recommander. On passe à la 5e place, et on va parler de la Palme d'Or, puisqu'en effet, on va parler d'Anora. Everything will be okay. On a donc la Palme d'Or dans ce top 10 et même dans ce top 5 finalement, même si un autre film aurait pu mériter cette Palme d'Or, on en parlera juste après, j'en dis pas plus. Anora, c'est le nouveau film de Sean Baker, qui est un réalisateur plutôt réputé du cinéma indépendant américain. J'ai pas vu d'autres films de sa part, mais du coup il faudrait que j'essaye de voir d'autres films de ce réalisateur, vu que celui-ci m'a beaucoup plu. Il a fait notamment Red Rocket, je crois qu'il a fait Tangerine, The Florida Project, ou des trucs comme ça, qui sont apparemment très bien, mais du coup je ne les ai pas encore vus. Et ce Anora nous raconte l'histoire d'une travailleuse du sexe qui va rencontrer un jeune homme qui est fils d'une grande entreprise russe ou d'une grande mafia, je sais plus exactement, je crois que c'est une histoire de mafia, et qui justement est plein aux as, et il y a une histoire d'amour qui s'installe entre les deux, sauf que le conte de fées va petit à petit partir en cacahuète, puisqu'en fait il a proposé, ils se sont mariés justement à Las Vegas, sauf que ça va pas plaire à certaines personnes qui sont un peu opposées à cette union avec une travailleuse du sexe, hein, vous comprendrez pourquoi dans le film, mais c'est un film qui a deux parties, entre guillemets. Il y a une première partie qui est plutôt, on va dire, une comédie romantique d'une certaine manière. On se concentre sur cette histoire d'amour, sur l'histoire de cette jeune femme, donc Anora, vraiment une histoire un peu de Cendrillon, mais un peu plus moderne finalement, et avec une tournure beaucoup plus difficile sur la fin, mais voilà, c'est une comédie romantique sur la première partie, c'est très drôle, c'est très bien joué, Mikey Madison est vraiment exceptionnel, vraiment il n'y a pas d'autre mot, c'est très bien joué, c'est drôle, c'est mignon,
c'est bien shooté aussi, il y a une belle photo. Vraiment la première partie est excellente déjà en termes de juste pure comédie romantique. Puis la deuxième partie arrive et là ça part en comédie totale, mais alors vraiment ça devient complètement dingue. Il y a une scène qui dure une vingtaine de minutes dans une maison où justement Anora va se faire entre guillemets attaquer par des personnes. J'en dis pas plus, c'est pas vraiment une attaque, mais voilà, vous avez l'idée. Ces 20 minutes-là, la salle entière, je l'ai vu au Festival de Deauville, la salle entière était morte de rire, moi y compris. Vraiment, ça enchaîne gag sur gag, réplique sur réplique, situation complètement absurde, mais pas trop non plus, hein, ça reste terre à terre, mais vraiment, c'est la personnalité d'Anora qui est confrontée justement aux personnalités de ces criminels, entre guillemets là encore, qui ont des personnalités auxquelles on s'attend pas forcément, qui sont pas si brutes de décoffrage. Enfin vraiment, il y a du coup des passages extrêmement drôles, avec Igor notamment, qui est super, un super personnage, qui prend en plus en épaisseur au fur et à mesure du film, vraiment un excellent personnage que j'ai aimé, Igor. Ça part en chasse à l'homme, ça s'arrête jamais, les gags s'enchaînent, c'est survolté vraiment en termes de rythme, on s'ennuie pas. Je trouve que même si le film dure 2h, là encore 20 je crois, peut-être un truc comme ça, peut-être un peu moins, je trouve qu'on s'ennuie pas une seule seconde, tellement que le film est survolté, s'arrête jamais, avant une fin qui à l'inverse détonne complètement de cet aspect humoristique pour nous ramener un peu une certaine réalité et nous faire comprendre que quand même ce qu'on a vécu dans ce film et l'histoire justement d'Anora est particulièrement tragique, particulièrement triste et difficile, et ce dur retour à la réalité, waouh, c'est vrai que ça marche bien, la salle était presque silencieuse sur la fin, ça marchait vraiment bien, et ouais, Anora c'est un peu une sorte de montagne russe, dans le sens où vraiment, tu passes de la comédie romantique à la comédie pure, au drame sur la fin, au drame vraiment très puissant, mais tout fonctionne à merveille, le casting est exceptionnel, non, Anora ça fait partie vraiment de mes gros coups de cœur de cette année, une comédie hilarante par moments, mais aussi très originale, très surprenante, et ça fait vraiment partie de mes œuvres favorites de cette année, donc si vous n'avez pas vu Anora, je ne peux que vous le recommander. On passe à la 4e place avec un autre film du Festival de Cannes qui aurait pu prétendre à la Palme d'Or, même si Anora ça me va très bien parce que j'ai adoré ce film aussi, puisqu'en effet, nous allons parler d'une grosse sensation franco-américaine, The Substance. Que ce film a fait beaucoup de bruit, clairement bien, majoritairement, il y a quelques réfractaires qui sont beaucoup moins fans de la proposition, mais c'est vrai que ça a quasiment fait l'unanimité auprès des critiques, et honnêtement, je ne peux que comprendre, parce que The Substance, c'est un film que j'ai adoré, mais vraiment adoré, un film qui du coup nous raconte l'histoire d'une femme qui est jouée par Demi Moore, qui est une actrice un petit peu en déclin à cause notamment de son âge. L'industrie hollywoodienne ne veut plus d'elle, hein, forcément c'est quelque chose qui est dénoncé directement dans le film d'ailleurs, ce côté un petit peu injuste, où dès que t'es plus jeune, dès que t'as quelques rides, forcément on te met de côté pour reprendre de jeunes actrices, et c'est l'un des principaux éléments qui est remis en question dans le film, et bah justement, plutôt que pour pouvoir revenir justement sur le devant de la scène, il y a une personne qui lui propose de prendre ce qu'on appelle la substance, qui lui permet de devenir hyper jeune, hyper sexy, hyper, voilà, vraiment une icône très jeune, absolument magnifique, et qui va lui permettre de revenir sur le devant de la scène. Du coup, on va avoir deux personnalités, donc on a d'un côté Elizabeth Sparkle, qui est donc Demi Moore, et on a ensuite l'autre personnalité qui s'appelle Sue, et qui donc ne font qu'une d'une certaine manière, mais ils doivent alterner une semaine chacune. Sauf que forcément, vous vous en doutez, ça va très vite partir en sucette, hein. Il va y avoir quelques inconvénients justement à cette méthode, donc on lorne vraiment clairement sur du body horror, donc l'idée c'est que vraiment on va avoir une destruction des corps, changement des corps, des mutations, etc. qui peuvent être parfois extrêmement gore, c'est bien gore, surtout sur la fin notamment, ça part encore plus dans un gros délire, donc si vous êtes sensible à tout ce qui va être sang, gore, etc., c'est pas pour vous, hein, clairement, c'est très violent, mais c'est du gore qui est très très intéressant parce qu'il sert justement clairement au scénario, en plus d'être extrêmement bien fait, vraiment il est très très bien fait, les effets spéciaux sont exceptionnels, on a beaucoup d'idées de mise en scène justement pour montrer à la fois l'isolement de notre héroïne qui devient un petit peu folle, forcément. Surtout avec les événements qui arrivent au cours du film, on nous fait clairement ressentir sa détresse, son désespoir d'une certaine manière, donc ça marche très bien. On a un décor principal qui est la maison, enfin l'appartement plutôt, de l'héroïne qui est très bien exploité, très original, mais qui nous reste en tête là encore.
bien que l'architecture de l'appartement est un peu spéciale, mais c'est ce qui le rend justement marquant, donc ça marche très bien aussi. Un sound design aux petits oignons avec des effets de bruitage, avec vraiment des trucs qui te restent en tête, ou vraiment l'ambiance sonore de manière générale du film, c'est vraiment quelque chose, avec la voix off aussi, la voix off qui nous parle de la substance avec une voix hyper grave, c'est très spécial, mais ça te fait quelque chose, clairement, c'est hyper immersif, tout comme de manière générale la BO, très techno, de manière générale, très électro peut-être plutôt, je sais pas quelle est la différence exacte. Dans tous les cas, on est sur une BO extrêmement marquante là encore. On est plus, certains diront plus que c'est plus du bruit que de la pure mélodie, ce qui est pas forcément faux, mais dans tous les cas, le voir en salle, c'est exceptionnel. C'est vraiment, ça te plonge dans une ambiance complètement dingue. C'est notamment sur la fin, le générique de fin avec la musique qui va à fond dans les basses, etc. C'était vraiment unique clairement. Avec en plus du coup un excellent casting, évidemment. J'ai l'impression de me répéter pour chaque film, mais en même temps, forcément, si c'est un très bon film, souvent le casting va de pair. Hein. Le casting est vraiment excellent. Demi Moore, Margaret Qualley. Vraiment, c'est les deux qui sont les deux stars du film. Je pense que Demi Moore pourrait aller choper un petit Oscar, ce serait pas démérité, ça me ferait plaisir, je pense même. Donc c'est vraiment un excellent film d'horreur, de divertissement, ou comme vous voulez l'appeler. Un film qui certes dure assez longtemps, 2 heures là encore et quelques, mais je trouve que là encore, on s'en est pas une seule seconde, c'est parfaitement rythmé, le gore est utile au scénario, la mise en scène est excellente, le scénario est certes classique, et évidemment c'est du repompé de certaines influences, on pense à du Cronenberg notamment, évidemment, si vous êtes friand de ces justement références là, soit ça va pas vous plaire parce que vous voyez trop les références, soit au contraire vous allez apprécier l'imagerie qui se rapproche justement de cette idée de body horror, hein, vraiment de destruction des corps. C'est vraiment très divertissant, le scénario raconte quelque chose sur justement ce star system qui met de côté certaines femmes à partir du moment où ils sont beaucoup plus âgés que la moyenne, et ça le fait de façon intelligente. Il y a un message féministe forcément qui est pour certains un peu grossier, mais en même temps le film de base n'est pas hyper subtil, donc ça me dérange pas du tout. Enfin voilà, j'avoue que certaines critiques, par moments je les trouve un petit peu étranges, enfin vu que tout le film d'une certaine manière n'est pas forcément très subtil, le message ne le sera pas forcément non plus, et c'est pas grave, hein. La subtilité c'est bien de temps en temps, on est clairement d'accord là-dessus, mais c'est bien aussi qu'un film embrasse clairement ses thématiques, ses idées, etc. Bref, The Substance, j'ai adoré, je ne peux que vous le conseiller là encore, attention si vous êtes sensible au gore, parce que ça y va. Et bravo à Coralie Farja, hein, donc réalisatrice française, hein, parce que c'est une coproduction franco-américaine, et on espère qu'elle va choper peut-être l'Oscar de la meilleure réalisatrice. Pourquoi pas, après tout. On arrive dans le top 3 de cette année 2024, les 3 films qui m'ont le plus marqué cette année, et on continue avec un film espagnol, et je crois que c'est le seul film, parce qu'on a quasiment que des films américains, je suis désolé, pourtant j'ai vu plein de films d'autres pays, mais c'est vrai que cette année c'est plus les films américains qui m'ont marqué, enfin peut-être que c'est une question de goût après tout, mais du coup là en l'occurrence c'est un film espagnol sorti sur Netflix en janvier. Je parle du coup pour cette 3ème position du Cercle des Neiges. Tu vois, il faut qu'on tente le coup. Le Cercle des Neiges ou Society of the Snow, c'est donc un film réalisé par Juan Antonio Bayona, que vous devez connaître pour L'Orphelinat, il avait fait Jurassic World, Fallen Kingdom, et plein d'autres films qui sont plutôt réputés, j'ai envie de dire. C'est un réalisateur qui est vraiment bien apprécié, Quelques minutes après minuit aussi, j'allais l'oublier, qui est excellentissime. Et il revient du coup avec ce film sur une histoire vraie, c'est-à-dire une histoire vraie d'une équipe je sais plus si c'est du rugby, je crois que c'est du rugby, une équipe qui venait d'Argentine, je crois, et qui se retrouve après un crash d'avion abandonné dans une montagne justement, et ils vont devoir survivre dans cette montagne, sachant qu'il fait extrêmement froid et que les secours ne vont pas venir tout de suite, et forcément qui dit pas de secours dit que bon d'un moment ils vont avoir faim, et ça va tourner aussi autour de la question du cannibalisme qui s'est véritablement posé dans la vraie vie d'ailleurs, donc il y a des thématiques extrêmement difficiles. C'est un film qui véritablement, lorsque je l'ai fini, je l'ai vu en famille, ça m'a mis sur le cul. Je me disais mais qu'est-ce que je viens de voir? Vraiment c'est un film qui certes
est un peu facile d'une certaine manière parce que l'histoire vraie de base est extraordinaire. Vraiment, c'est une véritable histoire qui s'est arrivée, cette équipe qui a dû survivre dans les montagnes. L'histoire de base est exceptionnelle, donc forcément, si tu sais bien réaliser ton film, le film le sera aussi. Enfin, c'est évident. Mais vraiment, je trouve que la réalisation est tellement bien faite que cette histoire ne peut limite pas être mieux racontée. On a d'abord ce crash d'avion. Le crash d'avion, je crois que c'est l'une des scènes de crash, si ce n'est la scène de crash, la plus immersive que j'ai jamais vue. Parce que véritablement, on te fait ressentir à quel point ça fait mal. On travaille sur le sound design pour vraiment te faire entendre les os qui craquent. On te montre justement ces os qui craquent, on te montre les jambes qui se plient, on te montre à quel point ça fait mal, on te montre à quel point c'est horrible vraiment à vivre. J'ai jamais vu, je crois, une scène aussi immersive en termes de crash d'avion. Donc déjà là-dessus, c'est mortel, enfin mortel. C'est extrêmement difficile à regarder, mais c'est tellement bien fait. On a un casting espagnol qui est très bon, on a une très belle musique de Michael Giacchino, qui est à la fois simple, mais je trouve assez magnifique, avec ses airs de guitare notamment. Un très joli thème que j'ai beaucoup apprécié. Et forcément, au vu de l'histoire, ça parle de survie, ça parle de cannibalisme, d'éthique morale du coup, parce qu'il y a forcément des gens qui sont pour manger justement les personnes qui sont malheureusement décédées pour survivre, mais à l'inverse il y a des gens qui pensent que c'est complètement mal, qui vont risquer d'aller en enfer ou ce genre de choses, et d'un point de vue de morale, clairement c'est des questions extrêmement pertinentes et qui, toi en tant que spectateur, te met mal à l'aise, mais ça te fait aussi poser la question, qu'est-ce que tu ferais dans ce genre de situation? Ça le fait plutôt bien, sans pour autant trop le montrer, ça le suggère par moments, mais par contre les débats autour de cette question sont vraiment beaucoup montrés dans le film. Et on te montre à quel point ça devait être, mais c'était éprouvant à vivre cette période de survie, avec notamment une scène d'avalanche, là encore extraordinaire, parce qu'elle te met mal, mais tellement mal. Encore une fois, il y a un travail du son dans cette scène, lorsqu'ils sont ensevelis, en fait, le bruit, lorsqu'ils sortent de la neige, ou quand il y a des gens qui sont ensevelis, et que tu sens le bruit de la neige, en fait, ça ressemble à des bruits d'os qui craquent, et du coup, t'as vraiment l'impression que ils sont tous en train de suffoquer, de souffrir, vraiment, ça te met mal, mais c'est tellement bien fait, mais à la fois, quand ça veut te montrer un message d'espoir, ça le fait tellement bien, grâce à sa musique, et par ces comédiens qui incarnent vraiment ce côté de s'attacher à la vie, etc. C'est un film qui est à la fois extrêmement dur, extrêmement difficile, mais extrêmement encourageant, plein d'espoir, notamment sur sa fin, forcément, hein, c'est inspiré de l'histoire vraie, donc je vais pas vous dire exactement ce qui se passe, mais vous vous doutez que y a quand même quelque chose de positif qui en ressort, et sur la fin, t'as un vrai message d'espoir, et notamment sur la narration, quelque chose de très intelligent de la part du film, là encore que je peux pas trop spoiler, ce sera un spoil, et je trouve que c'est dommage de vous gâcher cette surprise, mais il y a un truc autour de la narration qui est fait par le personnage principal, qui est donc le sosie de Dream Driver, on va l'appeler comme ça, je vais retrouver son nom quand même. Enzo Vogrinchik, je ne sais pas si on dit comme ça m'étonnerait, ou Enzo Vogrinchik, je ne sais pas, qui est donc qui joue le personnage de Numa, qui est le personnage principal, et donc en fait, ce personnage, c'est lui qui fait la narration, sauf qu'en fait, il y a un truc qui se passe aux 2/3 du film, je crois, et qui te change complètement la façon dont tu dois interpréter cette narration. Je n'en dis pas plus, mais ça donne quelque chose d'extrêmement particulier et qui ressort d'autant plus le message d'espoir et autour de la fin justement, de cette idée qu'il ne faut pas nous oublier, qu'il ne faut pas oublier justement ce qui s'est passé dans ces montagnes, le courage de ces personnes, etc. Bref, c'est vraiment quelque chose d'intelligent, tous les choix sont pertinents, sont intelligents. Et oui, voilà, ça a été clairement l'une de mes grosses surprises de cette année. Je ne peux que vous le recommander. La Société des Neiges, c'est un film qui m'a époustouflé. Vraiment, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais il n'est qu'en 3e position, alors que c'est déjà pour moi un film extraordinaire, parce qu'il y a 2 films devant qui sont encore plus dingues à mes yeux. Et le 2e, c'est un film français, et aussi québécois, il me semble, puisqu'en effet, en 2e position, on a Le Successeur. Monsieur Barnès. Monsieur Barnès, pas bien? Le Successeur, nouveau film du réalisateur Xavier Legrand, que vous devez connaître parce qu'il a fait Jusqu'à la garde, qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu.
Voilà, je vous le dis ici, Jusqu'à la garde qui est un chef-d'œuvre absolu. Et il est revenu en 2024 avec ce film, Le Successeur, qui nous raconte l'histoire d'une personne qui est styliste, il me semble, et qui justement va devoir revenir dans son pays natal, le Québec, parce que son père est décédé, et du coup il doit un petit peu trouver les affaires qu'il y avait dans sa maison, sauf que dans cette maison il va trouver autre chose je pense qu'il n'aurait pas voulu trouver, parce que c'est un secret extrêmement glauque que le père cache dans sa maison. Alors Le Successeur, c'est un film qui est peut-être moins bon que certains films de cette liste, dans le sens où je pourrais moins facilement le recommander, c'est quand même plus particulier, ça abuse moins d'effets de mise en scène, c'est peut-être moins marquant par moment, dans sa globalité, j'ai envie de dire, sauf que c'est un film qui m'a personnellement complètement choqué. Mais alors vraiment, déjà que Jusqu'à la garde m'avait mis complètement à terre, bah Le Successeur, c'est peut-être un poil moins le cas, mais ça m'a refait la même chose. Parce que toute l'histoire du film repose justement sur ce secret du père, et le personnage va être confronté justement à cette chose-là, il va complètement être chamboulé, lui qui s'est installé un peu une coquille pour éviter de trop transparaître sa personnalité, là il va être complètement brisé, il va être complètement mis dans une position extrêmement délicate, qui est joué d'ailleurs par Marc-André Girondin, je crois que c'est son nom, je vais vérifier quand même. Marc-André Grondin, pardon, excusez-moi, Girondin c'est pas ça, c'est pas les Girondins de Bordeaux, donc c'est Marc-André Grondin, qui est donc l'acteur principal, et qui est exceptionnel, vraiment je l'ai vraiment beaucoup aimé dans ce film, et surtout, ce qui a été beaucoup reproché au film de par les personnes qui n'ont pas aimé, parce que c'est un film qui a beaucoup divisé, hein, clairement, c'est le fait que le personnage principal fait des choix qu'on peut considérer comme stupides. Et même si je comprends, pour moi c'est normal. Enfin, le film te montre clairement que le personnage n'est pas du tout à l'aise, qu'il n'est pas du tout dans une situation où il est capable de prendre des décisions rationnelles. Il est vraiment complètement chamboulé, il est perdu, clairement il est complètement perdu, ça se voit d'ailleurs aussi par son accent, parce que dans le film, au début on te montre qu'il n'a aucun accent, sauf que lorsqu'il va apprendre ce secret, encore une fois je le révèle pas, on va te montrer qu'il a d'un coup repris son accent qu'il avait à la base, pour te montrer qu'il revient à cet état où lorsqu'il était jeune avec son père, et il est dans une position vraiment, même presque plus d'adulte, il est complètement perdu, il ne sait absolument pas quoi faire, c'est montré aussi par cet accent, et du coup forcément il y a quelques décisions, quelques actes de sa part que vous allez pouvoir considérer complètement stupides, mais qui pour moi sont logique, enfin le personnage est perdu, c'est tout, il faut pas imaginer que toutes les personnes sont incroyablement intelligentes, et c'est pour ça que moi ça me choque pas du tout, ce fait scénaristique. Puis c'est compensé encore une fois par un très bon casting, une belle bande originale, une belle mise en scène avec de magnifiques plans, parfois il y a des transitions qui sont magnifiques, lorsqu'on parle justement... Lorsqu'il part de la France et qu'il arrive au Québec, on a un plan sur une voiture qui zoome, puis ensuite qui recule pour te montrer qu'en fait il a déjà fait le trajet, c'est fait de façon hyper fluide, c'est magnifique. Mais il y a surtout une scène. Parce qu'il faut avouer que le film était déjà excellent, mais il y a une scène particulièrement qui m'a mis à terre. C'est une scène avec du Michel Fugain, où le personnage va se rendre justement à l'enterrement de son père, et il va se passer quelque chose. Et cette chose-là, c'est chaud. Clairement, c'est l'une des scènes, si ce n'est la scène cette année, qui m'a le plus retourné, qui m'a le plus mis mal, mais tellement mal, parce que le film, il en joue en plus, il t'accentue ça, en te faisant en sorte qu'un personnage s'approche de notre personnage principal pour pleurer avec lui, sauf que ce personnage-là, il a un lien très intime avec le père, et... J'en dis pas plus encore une fois, ce serait un gros spoil, mais c'est déchirant. Vraiment, cette scène m'a mis tellement mal à l'aise, tellement mal, ça m'a détruit. Et je pense clairement que sans cette scène, ça aurait pas été aussi... j'aurais pas aussi bien classé ce film, mais c'est vraiment la scène cette année où qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus mis mal. Et waouh quoi, il faut le voir pour le croire. Alors, il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé, qui n'ont pas été du tout sensibles à cette histoire, mais à titre personnel, ça m'a tellement mis mal que je ne peux que remercier encore une fois Xavier Legrand qui enchaîne du coup après Jusqu'à la garde. Il nous a fait 2 films que je trouve extraordinaires. J'ai même pas de mots pour décrire à quel point cette scène était folle, était vraiment dingue. Donc voilà, Le Successeur, c'est peut-être pas l'un des films les plus marquants de cette année, c'est peut-être pas vraiment un film qui a fait l'unanimité, mais à titre personnel, c'est l'un, si ce n'est le film
qui m'a le plus retourné cette année. Mais vraiment, quand je l'avais fini, mon cœur était en lambeaux. Vraiment, j'étais mal, j'étais extrêmement mal. Et voilà, c'est un film qui m'a retourné, donc c'est pour ça que je ne peux, à titre personnel, que vous le recommander, même si ça n'a pas plu à tout le monde, forcément. Moi, ça a été un immense coup de cœur. Vraiment, Le Successeur, c'est clairement l'un de mes films préférés de cette année. Il n'a pas fait l'unanimité. Bah écoutez, c'est comme ça, mais moi, personnellement, j'adore. J'adore ce film. Et avant de passer au numéro 1, il faut parler des mentions honorables. Alors je vais pas développer, je vais juste vous dire les films qui m'ont marqué cette année, mais malheureusement il n'y avait plus assez de place. Là-dedans on avait La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume, ensuite on a Les Derniers Hommes, Les Chambres Rouges, Vampire Humaniste cherche suicidaire consentant, Bienvenue à la Roy, En attendant la nuit, Le Royaume des Abysses, Flo, Emilia Pérez, Dune partie 2, qui est pas dans ce top, du coup dans le top 10, mais ça reste un film vraiment excellent, Le Comte de Monte Cristo, Concrete Utopia, Sleep, Monkey Man, et enfin à l'entrée du top on avait Civil War d'Alex Garland qui était à ça de rentrer, mais voilà, il n'y avait plus assez de place, mais c'est vraiment un film que j'ai adoré sur la question du journalisme et des États-Unis, en plus d'être un film magnifique. Et maintenant parlons du numéro 1 de ce top, le film que j'ai le plus aimé cette année, et là clairement il n'y a pas photo, autant il y a certaines années où c'était pas loin honnêtement de se jouer par rapport à d'autres films, mais alors là je n'ai aucun doute sur le fait que c'est mon film préféré de cette année. Clairement, ça a été ma grosse claque de l'année. En effet, en première position de cette année 2024, mon film préféré de 2024, c'est Le Robot Sauvage. Bah oui, c'est pas... Je veux dire, j'en ai fait une critique durant le mois, lorsque c'est sorti justement, je l'avais vu au Festival de Deauville, je l'ai revu 2 fois, ce qui fait qu'au final je l'ai vu 3 fois au cinéma, ça ne m'est jamais arrivé, je ne l'ai jamais vu plus de 2 fois un film, désormais c'est chose faite, je l'ai vu 3 fois en salle, et les 3 fois c'était de mieux en mieux, et désormais je suis convaincu que ça fait partie de mes films préférés tout court. Vraiment, Le Robot Sauvage, c'est donc le dernier film des studios DreamWorks qui est inspiré d'une trilogie de bouquins autour du même sujet, d'un robot sauvage sur une île. Et donc ça raconte l'histoire de ce robot qui va atterrir sur une île et qui va devoir survivre avec des animaux, et notamment il va devoir élever un petit oiseau qu'elle va recueillir, parce que c'est un robot féminin, qu'elle va recueillir. Et on va suivre cette histoire pleine de tendresse, d'épique et de plein d'autres choses. Et que dire de ce film ? Je vais utiliser beaucoup de superlatifs, mais en même temps c'est vraiment une œuvre inoubliable pour ma part. C'est un film que j'ai tellement adoré, que ce soit déjà dans son animation qui est absolument sublime, encore un mélange de 2D 3D avec un peu plus de 3D quand même que le Chapeauté 2 je pense, mais voilà, ça reste un rendu visuel magnifique, une magnifique direction artistique, on a un excellent rythme, peut-être trop rapide pour certaines personnes, mais bon voilà, j'ai vraiment aimé, il n'y a pas un seul temps mort, c'est vraiment formidable. On a une bande originale extraordinaire, mais certes classique, mais... Et ça me dérange pas, moi ça me dérange pas qu'un film soit classique, surtout quand c'est pour nous sortir d'une bande originale aussi, à la fois intimiste, magnifique et épique, parce que vraiment le passage où l'oiseau s'envole, qui est l'un des passages les plus marquants du film clairement, avec une bande originale tellement épique, tellement magnifique, vraiment je réécoute sans cesse la BO et même les musiques originales de la chanteuse, là, je n'ai plus son nom, faudrait que je regarde, mais qui a fait Kiss the Sky notamment, qui est l'une des chansons originales du film que je réécoute souvent, voilà, c'est vraiment des chansons magnifiques, on a un magnifique doublage français, excellent doublage français, et surtout... L'histoire, évidemment. L'histoire a quelques thématiques classiques, évidemment. On va parler de maternité, on va parler d'à quel point les enfants grandissent, leur évolution, l'indépendance des enfants. On va parler d'écologie, on va parler de la place de l'humain dans tout ça, même si c'est pas trop montré, mais c'est suffisamment suggéré. On va parler d'entraide, de communauté notamment, qui va se former dans cette île. Il y a plein de thématiques vraiment très cool dans le film. Et surtout, ce qui m'a beaucoup plus, ce sont les personnages que j'ai trouvés tous terriblement attachants. Je me suis tellement attaché à tous ces personnages, à l'oiseau, à Renard Escobar, à du coup évidemment Rose, le personnage principal qui est donc ce robot, cette robot, je sais pas comment on dit, mais ce robot qui
est tellement un personnage fascinant, parce que c'est un personnage qui va apprendre justement de cette île, qui va évoluer, vraiment il évolue clairement du début à la fin, c'est pas du tout le même personnage, et c'est tellement bien amené, tu sens vraiment une véritable gentillesse de sa part, tu sens véritablement qu'il y a une âme qui se crée dans ce robot, et cette histoire d'amour mère-fils avec cet oiseau qui s'appelle Jolibec, j'ai oublié son prénom, c'est Jolibec, vraiment ça m'a tellement ému, j'ai pleuré lorsque je l'ai revu la 3e fois, pas les 2 premières fois, mais lorsque je l'ai revu la 3e fois, vraiment ça m'a beaucoup touché, et voilà, je sais pas trop qu'est-ce que je peux dire d'autre. Désolé si ma voix est un petit peu, je suis un peu malade en ce moment, donc désolé si ma voix est un peu bizarre durant cette vidéo, hein, j'ai pas eu trop le choix, mais ouais, Le Robot Sauvage, c'est clairement le film cette année dont je ne me lasse pas, et je me lasserai jamais, c'est clairement un film que je vais revoir souvent, c'est un véritable bonheur. C'est un bonheur ce film. Je peux le revoir encore et encore, que je l'aimerais toujours autant. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de voir la suite, parce que c'est une trilogie de bouquins, donc forcément ils vous ont prévu de faire la suite au Robot Sauvage, et bah évidemment que je serai présent pour le voir dès que possible, parce que c'est un véritable chef-d'œuvre que DreamWorks nous a sorti, et je ne peux que les remercier. Merci Chris Sanders aussi, qui avait fait Dragon en partie, qui était aussi un film de mon enfance. Bah, Le Robot Sauvage, c'est aussi un film qui va être important pour moi et qui va peut-être être important pour certains enfants dans le monde, et ça c'est très cool de se dire ça, qu'on a peut-être un nouveau dragon d'une certaine manière. Voilà, c'est là-dessus que j'aimerais terminer cette vidéo, sur ce film qui est mon film préféré de cette année, et même l'un de mes films préférés désormais. Le Robot Sauvage, c'est une merveille. Voilà, c'est la fin de cette longue vidéo, j'ai plus de voix, déjà que j'étais malade, c'est compliqué. Voilà, j'espère que ça vous a plu, désolé du retard, évidemment, hein, c'est une vidéo qui a mis du temps à sortir, mais elle est enfin là, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si celle-ci vous a plu. On se retrouve la prochaine fois, logiquement, pour le flop film, ou bien pour une autre vidéo, on verra, mais normalement le flop film devrait arriver dans pas très longtemps. D'ici là, portez-vous bien, et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.